Bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter les exercices 2 et 3 de la série. Mais comme ces deux exercices traitent du phénomène d'absorption, nous allons faire quelques rappels. Alors, on avait vu que lorsqu'on envoyait un faisceau de rayons X, c'est-à-dire un paquet de photons, parce que les rayons X, ils ont un double aspect, un aspect corpusculaire, c'est-à-dire on peut les considérer comme des photons de masse m et de vitesse c, et on peut également les considérer comme de nature ondulatoire, c'est-à-dire comme une onde avec une amplitude, une pulsation, une période, etc. Alors, lorsqu'on envoie un faisceau de rayons X et donc un paquet de photons sur un échantillon solide, on avait beaucoup de phénomènes qui avaient lieu. Et ces phénomènes dépendaient de l'énergie de ces photons. Alors on pouvait avoir de la diffusion élastique, c'est-à-dire que si l'énergie de ces photons n'est pas très grande, ils vont juste rebondir sur les atomes qui constituent l'échantillon. Si leur énergie est un peu plus élevée, donc ils peuvent carrément frapper des électrons et leur faire changer de trajectoire. Mais si leur énergie est beaucoup plus grande, ils peuvent carrément arracher des électrons. Et on va avoir donc un atome, ces atomes vont être ionisés. Et selon que l'électron a été arraché à une couche intermédiaire ou à une couche de cœur, à la couche K de cœur, on va avoir des transitions électroniques, comme on a vu dans l'exercice 1, pour remplacer l'électron qui a été arraché. Et ces transitions électroniques sont suivies donc d'une émission de la différence d'énergie entre les deux niveaux à partir duquel l'électron a transité. Et donc on a un phénomène de fluorescence X. Donc on a également d'autres effets, Auger, Compton, etc., etc. Alors, finalement, ce qui traverse l'échantillon, c'est une petite quantité, une quantité inférieure à la quantité initiale, c'est-à-dire un faisceau de rayons X avec une intensité I qui est nettement inférieure à l'intensité initiale I0. Et tout le reste, tout ce qui a été donc engagé dans des chocs, des arrachements d'électrons, etc., on va dire qu'il a été absorbé. Donc on peut dire que le faisceau incident, il donne un faisceau transmis plus un phénomène d'absorption. Donc il y a I transmis plus I qu'on dira absorbé. Alors comment on peut formuler ça? Cette loi d'absorption, elle est identique à la loi de Beer-Lambert qui est utilisée en spectrophotométrie pour les solutions. C'est-à-dire l'intensité I est égale à I0, donc l'intensité incidente initiale, exponentielle de moins mu L, E. E est l'épaisseur de l'échantillon, et mu L est le coefficient d'absorption linéaire qui est caractéristique du matériau, et pour une longueur d'onde donnée. Donc on dira à chaque fois mu L de tel élément pour telle longueur d'onde. Alors, on voit bien ici qu'on a un faisceau incident qui a une intensité I0, c'est-à-dire un paquet de photons. Lorsqu'il traverse donc l'échantillon, on a un faisceau qui a été atténué, donc dont l'intensité a diminué. Il y a moins de photons ici qu'ici. Et on dit qu'il y a eu atténuation du faisceau. Et toute la partie qui a été perdue donc dans les chocs, etc., on va dire que c'est une partie absorbée. C'est pour cette raison que le terme mu contient toutes les contributions. Il contient ce qui a été perdu par effet photoélectrique, par diffusion cohérente, incohérente, fluorescence X, etc., etc. Donc il englobe toutes les pertes qu'il y a eu, toutes les absorptions qu'il y a eu. Alors, souvent on utilise, au lieu d'utiliser le coefficient linéaire d'absorption, on utilise le coefficient massique d'absorption. Et la relation entre les deux, c'est mu L égale à mu M fois ρ, où ρ est la masse volumique du matériau. De même, lorsqu'on a un matériau composé de plusieurs éléments, donc par exemple une molécule polyatomique ou alors un mélange de molécules, un mélange de composés, avec chacun une concentration CI, le coefficient d'absorption massique totale s'exprime donc
mu L massique, on dit bien massique, somme de CI mu I, où CI est la concentration massique donc de l'élément considéré. Et on fait la sommation sur tous les atomes qu'il y a dans l'échantillon. Alors, deux paramètres sont très utilisés donc lorsqu'on parle de l'absorption. D'abord, le facteur de transmission alpha. Ce n'est rien d'autre que le rapport de l'intensité transmise sur l'intensité incidente fois 100. Ça nous montre quel est le pourcentage de faisceau qui a traversé l'échantillon, c'est-à-dire qui a été transmis. Et à l'inverse, ça nous montre quelle est la quantité qui a été absorbée. Un autre paramètre, c'est ce qu'on appelle l'épaisseur de demi-atténuation X. C'est un paramètre qui est très utilisé en médecine. Donc ça veut dire que quelle est l'épaisseur ou quelle est la distance que doit parcourir les rayons X pour être absorbés à 50%. Voilà. Alors, il nous reste juste à voir comment évolue cette absorption ou ce coefficient d'absorption. On avait dit que là, on a donc un diagramme qu'on a déjà vu. Donc, en abscisse, on a la longueur d'onde. Et donc, dans cette direction-là, l'énergie, parce qu'elle est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Et en ordonnée, on a le coefficient massique. On voit que lorsque l'énergie est grande, eh bien, le coefficient d'absorption est grand. Pourquoi ? Parce que lorsque l'énergie est faible, parce que ces photons qui arrivent, si leur énergie est faible, ils ne pourront pas arracher d'électrons, ils font juste, donc, ils rebondissent sur les atomes, on aura beaucoup de diffusion et donc beaucoup de pertes de photons. Et donc, le coefficient d'absorption est important. Plus cette énergie est grande, et plus on va pouvoir commencer à arracher des électrons. Et là, on a les trois sous-niveaux de L, c'est-à-dire L1, L2 et L3. Donc si l'énergie des photons est suffisante, ils vont arracher un électron de la couche L1. Et à ce moment-là, donc, une grande partie de leur énergie va partir dans cet arrachement. C'est pour ça que l'absorption augmente, parce qu'il y a une énergie qui est encore perdue. Si on arrache L2, c'est pareil, ou L3, c'est encore pareil. Donc, c'est de l'énergie qui est perdue dans l'arrachement des électrons. Ensuite, le coefficient d'absorption diminue linéairement jusqu'à ce que l'énergie devienne assez grande, donc égale à l'énergie des électrons de la couche K de l'atome considéré. À ce moment-là, toute cette énergie donc, va être perdue dans l'arrachement de l'électron. Ensuite, donc, le coefficient diminue linéairement. Eh bien, Bragg et Peirce ont montré que entre deux discontinuités d'absorption, c'est-à-dire là, cette droite et cette droite, eh bien, le coefficient d'absorption peut s'écrire CZ4 lambda 3, c'est-à-dire qu'il est proportionnel au numéro atomique à la puissance 4 et à la longueur d'onde puissance 3. Ça nous montre que plus la longueur d'onde est petite, c'est-à-dire plus l'énergie est faible, et plus le coefficient d'absorption est grand. De même, plus le numéro atomique est élevé, c'est-à-dire plus on a un élément lourd, et plus on aura de l'absorption. On peut dire également que si je fixe Z, c'est-à-dire pour un élément donné qui a un Z connu, eh bien on parlera de coefficient d'absorption pour telle ou telle longueur d'onde. C'est-à-dire, si on fixe Z, lambda est variable, donc pour un élément, son coefficient d'absorption va varier en fonction de lambda. C'est pour ça qu'à chaque fois, on dira que le coefficient d'absorption est de temps pour telle longueur d'onde. Voilà, avec ça, on peut commencer les exercices 2 et 3, qui sont une application directe de ce qu'on vient de dire. Alors, dans cet exercice 2, on nous donne la masse volumique du beryllium, qui est de 2,16, et sa masse, son coefficient massique d'absorption, et vous voyez bien, il s'exprime en centimètres carrés, gramme moins 1. Et, comme j'avais dit, pour la radiation K-alpha 1 du cuivre. Donc, il faut toujours préciser la radiation. Et on nous demande de calculer le coefficient de transmission d'une fenêtre de 300 microns d'épaisseur. Eh bien, nous allons tout simplement appliquer ce qu'on vient de voir. Donc,
donc la relation de Bragg, mais déjà dans cette relation, la relation de Beer-Lambert, et déjà dans cette relation de Beer-Lambert, elle s'exprime en fonction du coefficient linéaire d'absorption. Et nous avons le coefficient massique d'absorption. Donc il faut d'abord calculer mu L. Et pour calculer mu L, donc on utilise cette relation qu'on a déjà vue. L'application numérique nous donne mu L égale à 3,24 cm-1. Donc le coefficient d'absorption linéaire s'exprime toujours en cm-1. Alors maintenant, on peut calculer le coefficient de transmission, qui n'est rien d'autre que I sur I0 fois 100, et qui est égal à exponentielle moins mu L fois E fois 100. En faisant l'application numérique, nous avons mu L est de 3,24. L'épaisseur de la fenêtre de beryllium est de 300 microns. Il ne faut pas oublier de convertir en centimètres, puisque mu L est en centimètres, donc on exprime également l'épaisseur E en centimètres. Alors nous avons 300 microns, c'est-à-dire 310 puissance moins 4 centimètres. L'application numérique nous donne donc alpha égale à 90,7%. C'est-à-dire, lorsqu'on utilise une feuille de beryllium de 300 micromètres, eh bien, on a pratiquement 91% du faisceau qui est transmise. Donc il n'y a pas beaucoup d'absorption, il y a juste 9% qui est absorbé. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on utilise le beryllium comme fenêtre pour rayons X. Comme ça, il n'absorbe pas beaucoup et donc il peut restituer 91% du faisceau, enfin des photons qui le traversent. Alors passons maintenant à l'exercice 3. Alors dans cet exercice, nous allons voir l'absorption de l'air, c'est-à-dire l'absorption d'une radiation toujours lambda K alpha, donc du cuivre, par l'air. Et les constituants de l'air dont nous allons juste prendre en compte l'azote, l'oxygène et l'argon. On nous demande de calculer le coefficient d'absorption massique de l'air pour cette longueur d'onde. La masse volumique, on nous la donne, donc de l'air, et on nous demande donc le facteur d'atténuation ou facteur de transmission alpha pour une épaisseur d'air de 30 cm, 3 mètres. Et enfin, on nous demande quelle épaisseur d'air, de cuivre ou de plomb il faut avoir pour avoir donc une transmission de 1%. Et nous avons toutes les données qu'il faut, donc les coefficients d'absorption massique pour ces éléments-là, les proportions massiques de l'air, parce que l'air, on le sait, il contient majoritairement de l'azote, de l'oxygène et de l'argon. Donc on dit 4/5, 1/5, en fait c'est 78,08% en pourcentage massique pour l'azote, 20,95% pour l'oxygène et 0,97% pour l'argon. Il est à noter que l'azote ou l'oxygène se trouvent dans l'air sous la forme N2 et O2. Il faudra en tenir compte. Eh bien, on va calculer le coefficient d'absorption massique. Mais pour calculer le coefficient d'absorption massique, il faut déjà calculer la masse molaire de l'air. Et donc pour la calculer, il va falloir tenir compte de la fraction de chaque constituant, de la fraction massique de chaque constituant dans l'air. Alors, donc la masse de l'air est égale à la masse de l'azote fois la fraction d'azote dans l'air, plus la masse de l'oxygène O2 multiplié par la fraction molaire d'oxygène, fois la fraction massique d'oxygène, plus la masse molaire de l'argon fois la fraction massique de l'argon. Et on passe à l'application numérique, on nous donne fraction massique de l'azote 0,7808, sa masse molaire N2 c'est de 28, même chose ici, l'argon, etc. Et on trouve donc une masse molaire pour l'air de 28,95 grammes par mol. On voit que cette masse s'approche de celle de l'azote. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'azote qui est majoritaire, d'accord? Et même si l'oxygène donc a une masse molaire plus élevée, il a un pourcentage plus faible. De même pour l'argon, il a une masse
molaire un peu plus élevé, mais il a un pourcentage très très faible. Et donc la masse de l'air, la masse molaire de l'air, donc doit s'approcher de la masse molaire, enfin de la fraction d'azote, et on trouve donc 28,95 grammes par mol. Si on calcule maintenant le coefficient massique d'absorption de l'air, il va falloir là encore tenir compte donc des pourcentages, des proportions d'azote, d'argon et d'oxygène dans l'air. Et ce coefficient massique s'écrit 1 sur la masse molaire de l'air que multiplie entre facteurs la masse d'azote fois la fraction d'azote, que l'on multiplie par le coefficient massique d'absorption de l'azote, plus la masse molaire d'oxygène fois la fraction massique de l'oxygène dans l'air, que multiplie le coefficient massique de l'oxygène, et même chose pour l'argon. Et si on passe à l'application numérique, donc nous avons la masse molaire. Dans le tableau, nous avons tout ce qu'il faut, donc les proportions, les pourcentages massiques, les masses molaires, les coefficients massiques d'absorption. On trouve à la fin, donc, coefficient d'absorption massique de l'air égale à 10,87 cm² gramme moins 1. Alors avec ça, on peut donc calculer le coefficient de transmission d'une lame d'air de 30 cm, c'est-à-dire si ce rayonnement doit traverser 30 cm d'air, quelle est la proportion qui va être transmise. Donc, on connaît μL, on connaît μm par exemple, on connaît μm, c'est ce qu'on vient de calculer. Donc pour calculer μL, il faut multiplier par la masse volumique, c'est ce qu'on nous donne, c'est 0,0013 grammes par centimètre cube, ce qui nous donne un facteur, un coefficient d'absorption linéaire de 1,413 10-2 cm-1. Il suffit donc de remplacer dans l'expression du coefficient de transmission, et en remplaçant, on trouve qu'on a un facteur de transmission de 65%. Donc pour une épaisseur d'air, 30 cm d'air laisse passer 65%, c'est-à-dire ne permet d'absorber que 35% du rayonnement. Par contre, si on utilise une masse d'air, c'est-à-dire à 3 mètres, l'application numérique nous donne donc un coefficient de transmission de 1,4%. C'est-à-dire une absorption de 98,6%. En d'autres termes, donc, même si on est proche d'un appareil de rayons X, il faut se placer à une distance supérieure à 3 mètres de manière à ce qu'il y ait très peu de photons qui sont transmis. Et donc comme ça, on ne risque pas d'avoir des problèmes. On peut refaire d'autres calculs. Et maintenant, pour la question 3, on nous demande quelle épaisseur d'air ou de cuivre ou de plomb il faut pour avoir une transmission de 1%, c'est-à-dire pratiquement pour bloquer les photons X pour qu'ils ne soient pas transmis, pour qu'on ne transmette que 1%, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors, là, on a alpha égale à 99%, c'est-à-dire... Ah non, pardon, on a alpha égale à... donc ici est égal à 1%. D'accord, je vais la corriger tout de suite. Donc alpha égale 1%. Voilà. Donc c'est l'atténuation qui est de 99%, c'est-à-dire l'absorption, mais la transmission est de 1%. Et donc, il suffit d'appliquer, donc, log de 1, donc x est égal à log de alpha moins log de 100 que divise moins μL, et en faisant l'application numérique, on trouve que, on doit se placer à 325,9 cm, c'est-à-dire à 3,25 mètres. Tout à l'heure, on avait vu, on a été presque à 99%, mais avec 3 mètres. Mais à 3 mètres 25, on est donc avec un taux de transmission de 1%, c'est-à-dire presque pas grand-chose.
Pour le cuivre, le même calcul nous donne donc une épaisseur de 97,6 micromètres, c'est-à-dire finalement une feuille de cuivre. Donc, ce n'est même pas 100 microns, c'est-à-dire ce n'est même pas un dixième de millimètre. Et pour le plomb, par contre, le plomb, déjà il a un coefficient massique d'absorption de 232, alors que le cuivre a un coefficient de 52,9. D'accord? Et donc il absorbe beaucoup. Pourquoi? Parce que Z du plomb est égal à 82, Z du cuivre est égal à 29. Et donc c'est pour ça qu'il absorbe beaucoup. Et donc en faisant l'application numérique, on trouve que si on veut une transmission de 1%, il faut une feuille de plomb de 17,49 microns. C'est encore beaucoup plus faible encore. C'est pour cette raison que le plomb, il est utilisé. On voit qu'il est un très très bon absorbeur ou absorbant des rayons X. C'est pour ça qu'il est utilisé comme moyen de protection contre les rayons X. Donc des blouses avec des feuilles de plomb à l'intérieur, des écrans avec donc des feuilles de plomb, etc., etc. Ce qui permet donc de diminuer donc les risques donc de radiation sur le corps humain. Voilà. Alors il nous reste l'exercice 4, mais l'exercice 4, c'est à peu près la même chose que l'exercice 1, donc on ne va pas le faire ensemble, mais je vous donne quand même les résultats auxquels vous devez arriver. C'est le même raisonnement, il suffit de suivre le raisonnement qu'on vient de voir. Alors quelques remarques à propos de ces exercices. Donc il faut retenir un peu les formules qu'on a utilisées et essayer de bien jongler avec ces formules et surtout de bien utiliser les logarithmes et les exponentielles. Ça c'est d'une part. Et d'autre part, lorsque vous donnez un résultat, toujours ne jamais oublier, toujours mettre l'unité. On reparlera dans les prochains exercices du nombre de chiffres après la virgule. Mais généralement, le nombre de chiffres après la virgule dépend des données que l'on a. Par exemple, on ne peut pas donner, comme ici par exemple, pour le calcul de mu, c'est-à-dire du coefficient d'absorption massique de l'air, on ne peut pas donner avec 6 chiffres après la virgule, puisque dans le tableau, on n'a qu'un seul chiffre ou 2 chiffres après la virgule. Donc, il faut respecter donc, les données, donc la précision des données, et ça doit se répercuter, ça doit se voir donc, dans les résultats. Voilà, j'espère qu'avec ça, on aura donc bien compris ce phénomène d'absorption et qu'on aura compris comment faire donc les exercices, etc. Je vous remercie pour votre attention.